Bonjour à tous, donc, je suis David Fernandez, alumni 2006, très bonne année, pas que pour le vin. Je suis aujourd'hui le président de la société Meta2i, qui est située à Saint-Étienne, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Et mon intervention aujourd'hui sera sur la thématique de la valorisation des données industrielles grâce à la contextualisation. Et je vais vous présenter plus en détail tout ce qu'il y a derrière ce concept. Donc, Meta2i, c'est une société qui a 30 ans. Et il y a 30 ans, le fondateur avait comme conviction qu'il fallait aider les industriels à appréhender le numérique. Déjà à l'époque, c'était l'arrivée de l'informatique. Et il était convaincu que toutes les machines industrielles qu'il pouvait y avoir dans les usines, qui commençaient à être automatisées, regorgeaient de données industrielles intéressantes, et qu'il était intéressant de les récupérer et de leur donner du contexte pour pouvoir les exploiter. Donc c'était très précurseur, c'était la grosse révolution à l'époque. Donc Meta2i est implanté à Saint-Étienne, c'est 19 collaborateurs et une suite logicielle, KMProd, donc c'est le logiciel qu'on édite depuis 20 ans, qui est un logiciel MES qui justement aide les industriels à se numériser et à lancer des démarches d'amélioration continue dans leur process. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'industrie 4.0, c'est la thématique de ces 2 journées. On parle de technologies qui permettent d'interconnecter les processus, les machines, l'humain. Enfin, vraiment de connecter et de rendre accessible à tous la donnée. Tout ça dans quel but? Souvent d'améliorer la flexibilité, la compétitivité, les délais, la qualité, les prix de revient. Et dans toutes ces thématiques-là, le MES a sa place à jouer. Même si le MES est une technologie qui est assez ancienne, on en parle, le concept existe depuis 40 ans, mais ce concept a su évoluer au fur et à mesure des décennies. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le MES reste une part entière de ce processus d'industrie 4.0. Donc je vais d'abord vous présenter ce qu'est un MES, parce que je suppose que pour la plupart d'entre vous, c'est un mot obscur. Donc on va parcourir ce que c'est, comment on le positionne, ce qu'on peut en faire. Et ensuite on va rentrer dans des cas concrets de la donnée, comment on la contextualise, et des use cases pour finir, des retours d'expérience pour présenter 2 projets de mise en place de MES. Alors qu'est-ce que le MES? Le MES, c'est l'acronyme de Manufacturing Execution System. Donc comme je vous l'ai indiqué, c'est un concept qui a été inventé dans les années 80 et qui a défini un système, un logiciel qui serait capable de gérer 11 thématiques sur les sites de production. Donc la traçabilité, la gestion de la qualité, le cheminement des produits dans l'atelier, la gestion de la maintenance, collecter les données forcément, l'ordonnancement, gérer les procédés, donc c'est-à-dire les OF, les ordres de fabrication, les gammes, toutes les opérations, la gestion documentaire, lier des consignes à une opération, à un article, à un client. Gestion des ressources, donc là les ressources c'est un concept qui regroupe en fait les ressources d'une usine, c'est quoi? Ça va être l'humain, tout d'abord l'humain quand même, les opérateurs, le personnel, donc c'est l'humain. Ensuite on a l'outil de production, donc ça va être les machines. On va avoir la matière première, ou les consommables. Donc toutes ces choses qui nous permettent justement de faire un produit. Et pour finir, l'énergie. L'énergie qui était déjà présente dans les années 80, de dire que, aujourd'hui c'est d'actualité, mais dans les années 80 ça l'était déjà, de dire qu'une partie du prix de revient, c'est l'énergie qu'on va consommer pour produire le produit. Et qu'il est important d'injecter, de tenir compte de ce coût dans les chiffrages des produits qu'on vend. Donc voilà ce qu'est un MES. Voilà ce qu'est censé faire un MES. Quand on parle de MES, souvent on entend aussi le mot MOM. Donc MOM pour Manufacturing Operation Management. Donc, le MES est normé par l'ISA 95 qui définit justement ces 11 domaines. Au fur et à mesure des années, l'ISA 95 a lancé le concept de MOM pour mettre en avant certains domaines. La qualité, le cheminement des produits et la maintenance. Ces 3 thématiques étaient peu traitées par la norme avant l'appellation MOM.
Donc il a mis l'accent là-dessus pour, au final, définir, le MOM va plutôt définir l'architecture, les bonnes pratiques, comment définir un projet MES, comment le mettre en place. Donc en gros, pour faire simple, le MOM et l'ISA 95 positionnent un peu le MES comme un chef d'orchestre. Dans l'atelier, c'est lui qui va régir les informations et qui va tout piloter. Donc en gros, le MES, on peut dire que quand on parle de MES, on parle du logiciel, donc le logiciel que vous installez, que vous mettez en place. Quand on parle de MOM, on parle plutôt de la méthodologie et de comment le mettre en place. Donc quand on parle MES, on parle logiciel, donc automatiquement, on parle système d'information, on parle de DSI, et on se dit, mais comment on le positionne dans l'infrastructure qui est déjà en place. Aujourd'hui, 90% des industriels ont un ERP, donc un logiciel de gestion plus ou moins avancé, mais ils ont quelque chose. Avec ça, ils sont capables de gérer les commandes clients, les commandes fournisseurs, les expéditions, les paies, les facturations, voilà. Tout ça est déjà géré. Et quelque part, pour beaucoup de DSI, l'idée est de dire, mais moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut pour gérer ma boîte. Donc toutes ces solutions sont la partie haute. Donc c'est la partie administrative, société. Donc c'est ce que gère un ERP. La partie basse, on va faire la partie basse, on va retrouver les machines, les capteurs, les automates, les caméras, tout ce qu'on peut imaginer de terrain. Là, pour le commun des DSI, là on est sur de l'électrotech. C'est du bas terrain, c'est un truc qui est au fond de l'atelier, qui n'est pas connecté à Internet, que je ne gère pas. C'est ça. Et au milieu, il y a un vide. En gros, il y a les bureaux, il y a les ateliers, les machines, et au milieu, il n'y a rien. Cette partie, c'est la partie exécution. Donc c'est là où on va produire. Et c'est là où on va retrouver les 11 domaines du MES. C'est tout ce scope qui n'est pas géré ni par le ERP, ni par les machines, qui va être géré et traité par le ERP, par le MES, pardon. Certains connaîtront peut-être déjà cette pyramide du CIM qui est très, très répandue, on la ressort assez souvent. Dès qu'on parle d'IT, cette pyramide ressort, où les niveaux ont été un peu plus détaillés. Donc là on retrouve 4 niveaux, en fait même 5, parce que toujours pareil, le niveau 0 et niveau 1, souvent quand on n'est pas du milieu, c'est tout pareil. C'est automate, capteur, supervision, c'est très pareil. Enfin, supervision est quand même séparée. Et chaque niveau a ses fonctions. Donc le niveau 4, le niveau direction, on va dire management, on va retrouver l'ERP, certains logiciels un peu plus récents comme les PLM, donc Product Lifecycle Management, donc c'est la gestion des consignes de fabrication, très utilisé dans l'automobile. Au niveau 3, on va retrouver le MES, donc le sujet d'aujourd'hui, et d'autres logiciels comme la gestion des entrepôts de stockage, WMS. Et puis on descend, voilà, chaque niveau a ses propres solutions. Donc on a vu que le MES traitait 11 fonctionnalités. Maintenant on va voir pourquoi on va le mettre en place. Parce que quelque part, avant de le mettre, l'usine marche très bien. Donc pourquoi le mettre aujourd'hui? C'est souvent la remarque qu'on a, c'est de dire mais moi ça fait 30 ans ou 40 ans que je produis, j'ai pas de MES, ça marche bien. Que va apporter ce nouveau service en fait? Donc le MES déjà va permettre, le premier objectif c'est mettre en place une démarche d'amélioration continue. Comment on y arrive? En mettant en place une meilleure diffusion de l'information. Donc tout est numérisé, on n'a plus de fiches papier, donc il n'y a plus de papier qui se perdent, il n'y a pas de confusion possible. On va simplifier également les processus, simplifier dans le sens où les validations, les échanges de papier, la fiche de suivi qui suit l'OF ou les pièces en permanence vont être numérisées. On va gérer les stocks aussi, on a une vision temps réel du stock. Donc quand je parle de stock, je parle des stocks intermédiaires entre machines. Les stocks dans l'atelier qu'aucun ERP est capable de gérer, le MES va le faire. On est capable de dire qu'il y a des pièces en attente entre la machine 1 et la machine 2. Combien il y en a? Combien de place elles prennent?
On va également pouvoir augmenter les contrôles qualité, dans le sens où là où un contrôle qualité était un contrôle papier, avec des relevés de mesure, par exemple des cotes, avec un pied à coulisse, on va pouvoir venir injecter une machine de contrôle dimensionnel, automatisée. L'interconnecter, récupérer les données automatiquement. Ou alors, plus simplement, mettre des pieds à coulisses numériques. Ça coûte pas cher, c'est assez facile. Et entre le 112,4 mm mesuré au pied à coulisses que la personne recopie à la main comme un peu, un pied à coulisses numérique connecté en Bluetooth, vous faites la mesure, vous avez la donnée tout de suite sans aucune erreur possible. Reste l'erreur possible, la prise de cote au mauvais endroit. Ça reste vrai. C'est là où les notices de gestion documentaire va aider à indiquer à l'opérateur ce qu'il doit faire. La réalité augmentée, comme l'intervention précédente, va permettre éventuellement d'aller un peu plus loin, de vraiment indiquer à l'opérateur là où il doit mesurer. Ensuite, tout ce qui est traçabilité des produits, là c'est une évidence, c'est numérisé, il suffit de mettre un code barre sur le produit, une étiquette, sur la caisse, sur le contenant, souvent c'est comme ça que c'est fait. On a un contenant, on pose la pièce dedans, on sait que la pièce est dans tel contenant, et on est capable, via des bips, de savoir où ils sont. Ça peut rejoindre le sujet de la RFID. Et au final, bien sûr, l'analyse, c'est-à-dire donner des outils pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et prendre les bonnes décisions. D'où l'amélioration continue. Un des rôles du MES, et pas des moindres, c'est de servir des données fiables à l'ERP. Tous les ERP ont besoin d'un minimum d'informations. Ils ont besoin de savoir l'avancement de la production, les quantités produites, quantités consommées, point. Les causes de rebut, par exemple, l'ERP s'en fiche. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est que j'ai consommé tant, donc il faut que je réapprovisionne. De même, pour tout ce qui est planification, contrôle, l'ERP a une gamme de production. Il est compliqué d'intégrer dans cette gamme des contrôles. Un contrôle toutes les 5 pièces. Tout ce genre d'opérations qui viennent se greffer dans la production et qui ne sont pas une opération à part entière. Je produis et je dois faire un contrôle toutes les heures, ou tout un X pièces. L'ERP n'est pas capable de le gérer. L'ERP sera capable de gérer le fait où j'ai une opération qui me prend 1 heure de contrôle. Donc c'est toute cette flexibilité que va apporter le MES. Et l'image de droite montre, voilà, le MES vient connecter le terrain au monde de l'ERP, au monde financier. On vient connecter et au passage traduire, agréger, pour que les données du terrain parlent à l'ERP. Et l'image de gauche, quand elle montre un peu de façon imagée une sorte de puzzle. Vous avez un site de production, vous avez un ERP, ça ne matche pas. Systématiquement, entre les deux, vous allez retrouver du papier et de l'Excel. Et une personne qui fait des ressaisies. Ça, c'est le cas le plus classique. C'est une personne qui copie du papier à l'Excel et une autre qui copie de l'Excel à l'ERP. C'est là où le MES va justement venir, comme je disais, assurer cette interconnexion. Le MES va également permettre aux opérationnels de mieux organiser leur travail, en leur donnant plus de supervision active, c'est-à-dire avoir des données fiables et actuelles, temps réel au sens on voit ce qui se passe actuellement dans l'atelier, plus de données justes. C'est toujours compliqué de relire du papier, de comparer une fiche papier par rapport à une d'il y a 6 mois, il faut la retrouver déjà. C'est compliqué. Là, on va pouvoir restituer les données et très facilement permettre à un manager de comparer la production d'un produit aujourd'hui avec le même produit il y a 6 mois. Et ce en 2 clics. Et plus d'indicateurs, donc c'est pareil, c'est l'idée d'avoir son petit tableau de bord qu'on reçoit tous les lundis matins ou qu'on voit tous les jours avec la productivité de la veille, les taux de rebut, le taux de service, tous ces indicateurs sur lesquels eux ils sont challengés par la direction. Il faut qu'on leur donne les moyens de les consulter et de pouvoir agir dessus. Et bien sûr, c'était aussi un des sujets des interventions d'hier, de dire que l'humain ne doit pas faire des choses répétitives et inutiles. Concrètement, faire des calculs ou éditer des rapports, il n'y a aucune valeur ajoutée.
consolider les données, c'est-à-dire par un clic voir les indicateurs qui nous intéressent. Le TRS, qui est l'indicateur qui parle à tous les industriels, qui indique en gros le taux de disponibilité, le taux d'utilisation de leur machine ou de leur outil de production, est un indicateur qui déjà d'un coup d'œil permet de voir si le site tourne bien ou pas. Ensuite, il y a des indicateurs beaucoup plus poussés et qui là, on rentre vraiment dans une démarche d'amélioration de la productivité. Le taux de service, c'est-à-dire savoir sur une semaine le nombre de commandes qui ont, pour faire rapide, le nombre de commandes qui ont été produites et expédiées à temps. Ça, c'est le nerf de la guerre pour la plupart des industriels. Si le produit, la commande est produite et expédiée en temps et en heure, le client est content. Principe comme nous tous quand on fait des commandes en ligne. Si la plateforme nous indique une livraison mardi et qu'on le reçoit le jeudi, on n'est pas content. Même principe. Et la capacité, qui est un indicateur un peu plus poussé, qui va permettre de voir par rapport à un planning de disponibilité des machines, des humains, de voir ce que je vais être capable de produire. Et je vais charger mon usine ou mes lignes de production par rapport à ce que j'ai réellement disponible en capacité. Et bien sûr, il faut tenir des aléas en permanence. Un arrêt maladie pour un humain, ça a un impact direct sur la capacité. Une machine qui tombe en panne. Tous les événements, les imprévus en fait, vont venir impacter cet indicateur et alerter le management sur le fait que des actions doivent être prises. L'EMS se doit aussi de standardiser. Concrètement, quand j'arrive chez un industriel, un exemple, c'est vous allez dans le premier atelier, on va vous dire moi je mets les pièces dans des palettes. L'atelier d'après, ils me disent je mets les pièces dans des cartons. Les autres me disent je mets les pièces dans des chariots. Au final, les trois contenants sont les mêmes. Physiquement, pour moi, je vois la même chose. C'est une planche avec des roulettes et un carton dessus. Toujours est-il que pour chacun des ateliers, ça n'a pas le même sens. Donc c'est là où l'EMS va permettre de mettre en place une standardisation des termes, des indicateurs, de la façon de travailler. On ne va pas tout révolutionner, mais on va juste faire en sorte que tout le monde parle la même langue et que se comprenne. L'intérêt qui vient derrière, c'est si vous avez un deuxième site, ou plusieurs sites, assez similaires, vous allez pouvoir standardiser le vocabulaire et la façon de faire de chacun. Chaque site garde sa spécificité. Si vous avez plusieurs sites, c'est que chacun a une valeur ajoutée propre à elle, mais pour autant, il serait agréable que tout le monde se base sur le même indicateur. Si c'est le TRS, tout le monde calcule un TRS. Si un site calcule en kilos, il serait bien, ou en tonnes, il serait bien que tous les sites aient des indicateurs en tonnes, ce qui va vous permettre de comparer. Une autre des objectifs du MES, c'est de réduire les imprévus. Par imprévu, je vais parler de manque de produits en amont. Je dois produire quelque chose, j'ai pas de matière première. Ou mon forêt est cassé, j'ai pas de forêt de rechange. Tous les principes de stock Kanban. Alors, je ne sais plus si on étudie ça, les stocks Kanban, mais le principe, c'est un principe qui vient de Toyota pour une gestion optimisée des stocks intermédiaires, donc c'est-à-dire les stocks en bord de ligne. Pour que justement l'opérateur ait tout ce qu'il lui faut pour produire, pas trop, ça ne sert à rien de lui en mettre 50, mais toujours une pièce de rechange, parce qu'on sait que cette pièce casse souvent, une pièce d'usure, pour qu'il puisse jamais s'arrêter, qu'il ait tout ce qu'il faut pour ne pas s'arrêter. C'est les grandes lignes du concept. On va également pouvoir gérer la disponibilité des équipements. J'ai une machine, il y a une maintenance préventive, donc je sais qu'elle est prévue. Donc je sais que ça ne sert à rien de prévoir de la production pour elle, elle n'est pas disponible. Ça c'est une chose, mais le fait que ma machine tombe en panne, la maintenance m'indique que la panne est très, très, très importante. La machine était indisponible pour 4 jours. Je dois être capable de revoir mon planning de production, réajuster, trouver des solutions pour quand même produire et tenir justement les délais d'expédition. Et la présence du personnel, que je vais différencier du pointage, un classique où je pointe quand j'arrive, je pointe quand je pars. C'est un pointage plus fin de savoir l'opérateur ce qu'il fait. Je suis à mon poste, je produis, je suis à mon poste, je fais du ménage, du nettoyage, du réglage. Alors, ça aura une vision plus précise de ce que font les opérateurs
découper une timeline quelque part de sa journée et être capable d'estimer le temps passé à chaque action. Et l'avant-dernier sujet que je vais aborder, c'est intégrer les systèmes. Donc, ce dessin qui est un peu effrayant représente toute la sphère des logiciels qu'on peut rencontrer chez un industriel quelconque. Ils n'ont pas tout, hein, mais ils pourraient avoir tout ça. Chaque logiciel a une fonction particulière, a son intérêt. Pour autant, j'ai pris quelques exemples. Un logiciel LIMS, c'est tout ce qui est qualité. Donc forcément, les services qualité vont beaucoup aimer avoir un LIMS. La GMAO pour la maintenance, pareil. Les services maintenance aiment bien avoir leur propre logiciel pour gérer leurs opérations de maintenance. L'ISA 95 positionne l'EMS vraiment comme un système d'information d'atelier et comme le concentrateur de toutes ces informations. Il est au centre de la sphère et il va tisser des liens entre chaque logiciel. C'est là où on commence à rentrer cette notion de contexte, contextualisation. L'EMS étant au milieu, par exemple, je dois produire un OF. Cet OF concerne un article. Pour cet article, je suis capable de savoir dans le PLM quelle est la référence des consignes de production, parce qu'ils sont beaux de gérer des consignes. Donc j'ai la version de la fiche de consigne. Je suis capable de tirer un trait avec un lien avec l'ERP ou avec la partie fournisseur pour savoir qui est le fournisseur de ma matière première. J'ai pas besoin de savoir toutes les informations, mais j'ai tiré un lien, un connecteur. Et je vais toujours tirer des liens entre chaque système pour au final être capable de retrouver le contexte complet. Et donc c'est cette notion de contextualisation de l'information. Chaque service a son logiciel, chaque logiciel fait son job, le fait bien. Pour autant, personne ne tisse un lien justement entre ces solutions. Et c'est là où le MES va venir pour justement donc tirer ces liens et permettre, en cas de besoin, de venir récupérer des informations dans un système tiers. Souvent, quand je dis ça, on me dit oui, mais moi j'ai déjà un ERP qui m'a coûté bien cher et qui est censé faire tout ça. Et en fait, non. L'ERP, il ne fait pas ça, c'est pas son boulot. L'ERP, lui, il sait que je dois produire un OF pour tel client, je sais que c'est tel article, et c'est déjà pas mal. Je sais quel fournisseur de matière j'ai, à qui je dois l'envoyer. Ça, c'est son boulot. Le MES, lui, va dire ok, c'est cet article. Beaucoup d'informations, je ne les ai pas. C'est l'ERP qui les a et c'est normal qu'il les garde. Mais je vais tirer un lien. Référence d'article chez moi. Par contre, moi, je sais que dans le PLM, cette référence d'article correspond à la fiche de consigne numéro 18, révision 5. J'ai pas besoin d'avoir toutes les consignes, mais j'ai ce lien. Ce petit fil qui va se tirer entre mon article et la référence des consignes le jour où j'ai produit. Parce que ces consignes vivent. Donc de mois en mois, on passe à la révision 5, 6, 7, 8. Mais ce qui m'intéresse, c'est de garder le contexte, c'est-à-dire que le jour où j'ai produit, j'ai utilisé les consignes révision 5 et non pas une autre. Idem pour la qualité. Les fiches qualité ont du versionning. Donc je vais tirer un lien vers la fiche qualité de cet article au jour où j'ai produit. C'est là où on parle d'intelligence industrielle. Méta 2i, le 2i c'est pour intelligence industrielle, parce que justement on veut apporter aux industriels la mise en place d'une démarche intelligente de la gestion de leur atelier, de leur outil de production, parce qu'effectivement le boulot d'une industrie c'est de vendre, mais il faut surtout aussi produire. Et hier on en parlait que souvent l'industrie était mal vue et un peu délaissée par tout le monde, et c'est vrai que ce côté production était vraiment le petit frère pauvre de tout le reste, et on n'y prêtait aucune attention. Même les dirigeants industriels cherchaient plutôt à attaquer des nouveaux marchés et ne se préoccupaient pas forcément des investissements nécessaires sur leur outil de production pour produire. Aujourd'hui, avec l'industrie 4.0, les industriels sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour rénover leur outil et justement apporter une nouvelle offre sur le marché ou produire mieux avec des contraintes environnementales, des contraintes économiques, sociétales. Donc tout ça bouge
Et le MES, voilà, va être là pour donner la bonne information au bon moment à la bonne personne ou au bon système. Mais vraiment se jouer ce rôle de concentrateur et de chef d'orchestre. Donc là, on a vu en gros ce qu'était un MES, à quoi il servait, ce qu'on pouvait en faire, son positionnement. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la partie data et comment le MES, via la donnée, peut avoir une plus-value. Alors juste un petit rappel du contexte, justement. Au XXe siècle, on parlait de l'or noir, le pétrole. Tout ce qui touche au pétrole était le maître dans l'économie. Les plus grosses capitalisations boursières étaient de près ou de loin dans le pétrole. Aujourd'hui, quand on regarde les 5 plus grosses, il n'y a plus beaucoup de pétrole. Hein. Par contre, elles sont toutes sur la data. Donc, effectivement, on peut dire que la data est une nouvelle or noir du XXIe siècle. Et ce qui est intéressant aussi, et je vais prendre un exemple sur ces 5-là, je vais prendre Facebook. Facebook, son business model de base était de dire je mets en place une plateforme, les gens se connectent dessus, racontent toute leur vie à leurs amis, au monde entier, et avec tout ça, je vais pouvoir faire une cartographie des gens, mettre des indicateurs sur tel type de population, aider les grandes marques à vendre. C'était son idée de base. Sauf que très vite, il s'est rendu compte que avec ce cadre, il n'y a pas assez d'informations parce que les gens ne mettent que ce qu'ils veulent, j'ai dit, et souvent les gens mettent des choses qui vont dans leur sens. Et ils ne disent pas tout, on ne dit pas tout sur Facebook. Donc c'était pas suffisant pour arriver à tirer justement des algorithmes assez puissants. C'est là où ils sont venus mettre plein de petits trackers, de vendre des trackers sur les sites internet pour récupérer du contexte. Et là, vos données prennent plus d'importance. Grâce à votre compte Facebook, on peut savoir quel navigateur vous avez, quel PC vous avez, quel téléphone, où vous êtes, où vous allez, ce que vous achetez, ce que vous achetez pas. Et là, il y a tout un contexte. Il y a votre compte Facebook qui est là, et toutes les informations à côté qui apportent du contexte et qui permettent là pour la peine de faire tourner le machine learning et de donner des indicateurs à forte valeur ajoutée. Pour prendre un exemple un peu plus terre à terre, on va dire, un peu plus industriel, prenons l'exemple d'un capteur de porte. Donc on a le capteur de porte qui va nous donner porte ouverte, porte fermée, et l'heure quand même. Ça, n'importe quel capteur aujourd'hui est capable de nous le faire. Donc on sait si la porte est ouverte ou fermée. Ces données, on va les faire convoyer par Wi-Fi, Internet, 5G. J'étais obligé de le mettre là, il fallait qu'on en parle. La 5G, et on stocke dans le cloud. Aujourd'hui, c'est la tendance, c'est ce que tous les acteurs du marché veulent nous vendre. Et avec ça, on a un service en mode SaaS, et je peux tracer des courbes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'IoT. Enfin, Industrial IoT. C'est de dire, voilà, j'ai un capteur, je suis capable de le faire communiquer avec le cloud et stocker les données, tracer des courbes. Bon, c'est déjà pas mal. Ça a déjà l'intérêt qu'on n'est plus obligé de tirer des réseaux Ethernet partout dans les usines, que c'est mobile, c'est tout ce qu'on veut, il y a beaucoup d'avantages, ça c'est indéniable. Pour autant, porte ouverte, porte fermée, j'en fais pas grand chose. Là, je vais ajouter un calendrier, c'est mon contexte. Par exemple, le calendrier d'ouverture de l'INSA CVL. Je sais que les cours au bâtiment ouvrent à 7h30 qui ferment à 21h. En dehors de ces horaires-là, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un. J'ai mis un contexte à cette donnée. Là, du coup, je peux vendre un service. Je peux alerter. Votre porte est ouverte et c'est pas normal. Bon, là, c'est Veritas en fait. Ou sécurité. Donc voilà cette notion de contexte. On a une information brute et on va apporter ce qu'il faut à côté pour qu'elle prenne un sens. Dans le monde industriel, ouais, je parle beaucoup d'industrie parce que voilà, je viens de ce milieu-là. 100% de mes clients sont des industriels. Les sources de contexte sont multiples. On va avoir déjà les consignes de production, par exemple. Déjà, c'est un contexte. Savoir ce qu'on a demandé aux gens est un bon départ pour pouvoir analyser après coup. Parce que l'idée de tout ça, c'est quand même de pouvoir analyser la donnée après coup.
l'état des stocks à l'instant T. Si les gens ont fait certains choix au moment où ils ont produit, c'est parce qu'ils avaient un stock disponible, parce qu'ils avaient du personnel disponible. Donc ça, il est important de garder une trace, de savoir quel était l'état du site ou des stocks au moment où j'ai produit. Les consignes de nos opérateurs. Donc là, on revient à mon histoire de liaison avec le PLM et avec les consignes qu'il avait le jour où il a produit. Numéro de série des matériels de contrôle, pareil. L'opérateur en poste, qui a fait quoi et quand. Les numéros de lot des consommables, les numéros de lot de matières premières. Tout ça va nous permettre de créer un contexte et éventuellement d'aller chercher dans d'autres systèmes le reste du contexte. Identification du transporteur, toutes ces choses-là. Je vais vous présenter deux cas concrets, assez simples, juste pour illustrer ce qu'on peut faire en mettant du contexte aux données. Un premier exemple, c'est une société qui fait du traitement thermique. Donc en gros, ils reçoivent des pièces usinées de leurs clients, ils leur font un traitement thermique, c'est-à-dire qu'ils les mettent dans des fours divers et variés, avec des cycles de chauffe, pour faire un traitement de surface approprié à l'usage qui va être fait derrière. Souvent c'est de l'aéronautique, du nucléaire, ce genre de process derrière. Sur ce site, ils génèrent un procès verbal de fin de traitement, un papier, à peu près comme celui-ci, et il est joint avec les pièces. C'est ce que demande Airbus, c'est ce que demandent tous leurs clients, c'est d'avoir une fiche papier avec les données. Et ils ont un MES, en l'occurrence KMProd, le mien. Leur besoin, c'était de comprendre les écarts les retours clients. Ils avaient des retours clients, mais c'était pas cohérent. Des fois, un traitement était bon, des fois, il n'était pas bon. Pourquoi? Ils ne comprenaient pas comment ça pouvait y avoir une telle variabilité, même four, même traitement, pas même résultat. Là, le contexte, le projet MS était déjà en place, donc quelque part, le contexte, on l'avait déjà mis en place. On récupérait déjà beaucoup d'informations et notre travail a été de mettre en place des indicateurs, de croiser les données. Donc on a croisé les opérateurs, leur qualification, à quelle heure ils prenaient le poste, à quelle heure ils partaient, leur activité, date de début et de fin d'opération, de traitement, les produits traités par rapport au traitement. Être sûr que, voilà, après coup, de regarder s'il n'y avait pas des incohérences. Et là, la conclusion était d'un côté surprenante et à la fois évidente. C'était que les opérateurs, en fait, les fours sont assez grands, hein, et parfois le four n'était pas plein. Donc l'opérateur qui avait sa production à faire voyait qu'il avait deux opérations de traitement à faire, identiques, pas le même client, pas les mêmes pièces, mais que parfois les deux rentraient dans le four. Donc ma foi, pour gagner un petit peu de temps et puis avoir aussi une pause un peu plus grande peut-être, ils mettaient les deux dans le four. Ça partait d'une bonne intention, on va dire. Sauf qu'en fait, les traitements thermiques, c'est un peu comme un gâteau. Vous suivez une recette, on vous dit mettre le gâteau 20 minutes au four, enfin préchauffer, mettre le gâteau au four. Que vous en mettiez un ou que vous en mettiez 4, c'est pas pareil. Les 20 minutes pour cuire un gâteau ne sont pas vraies si vous en mettez 4. Là, c'est le même principe, c'est que du coup, la masse à traiter est plus importante. Du coup, c'est pas 20 minutes, ça aurait dû être beaucoup plus, ou tout du moins, il aurait fallu même faire 2 traitements séparés. Les actions prises par le client, c'est déjà d'une part de modifier les consignes pour alerter l'opérateur sur le fait que parfois il peut le faire, mais que souvent il ne faut pas le faire. Donc déjà d'alerter, point de départ. Également, au cas où, alerter si on détecte après coup que ça a été fait, que deux traitements ont été faits en même temps, enfin 2 OF ont été faits en même temps, alerter sur les PV pour que le produit ne parte pas chez le client. Toujours pareil, hein, la satisfaction client, c'est le nerf de la guerre. Et on s'est également rendu compte que les retours clients étaient plus importants sur les productions faites par des équipes où les intérimaires étaient fortement présentes.
le ratio salarié et intérimaire était déséquilibré. Donc pareil, action, mettre en place de la formation pour les nouveaux arrivants, un peu plus importante. Par définition, l'intérimaire n'est pas voué à rester là en permanence, sauf si on embauche derrière. Mais si on part du principe qu'il n'est que là pour apporter un coup de main sur un pic de production, il faut prendre le temps de le former. Le deuxième exemple, c'est une forge. Donc on reste dans la métallurgie, donc une forge, on chauffe des grands blocs métalliques et on vient taper dessus pour, en gros pour les écraser. Ils produisent des brutes, donc c'est-à-dire des pièces massives, des gros blocs métalliques. Bon, c'est des alliages à forte valeur ajoutée, qui sont ensuite envoyés dans des fournisseurs de rang 2 ou 3 de l'aéronautique pour usiner des pièces. C'est un process centenaire, donc c'est des sites qui sont très très anciens, avec des machines qui sont très très anciennes, qui ont été rénovées régulièrement, ou plus ou moins régulièrement. Mais voilà, c'est un process qui est assez ancien. Sur le site, ils avaient en gros 15 ans, même beaucoup plus, de données de production archivées. Température, force de pression, toutes ces choses-là, ils avaient plus de 15 ans de fichiers CSV stockés sur un serveur. Et ils ont un MES en place, toujours pareil, c'était KMProd. Enfin, c'est KMProd. Leur besoin, c'était d'améliorer leur productivité. Parce que bon, on a beau avoir un outil de production qui est centenaire, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi performant que des sites plus récents ou proposer des produits innovants. Du coup, ils ont fait appel à une société spécialisée, un des leaders français dans le machine learning, une très grosse société qui est venue pour justement prendre ces 15 ans de données et voir ce qu'on pouvait améliorer. La première consigne qui a été donnée à l'industriel, c'est de connecter ces machines. Donc mettre des capteurs en plus pour mesurer des pressions là où c'était pas mesuré, doubler les mesures parce que peut-être que le capteur qui a 20 ans est moins précis qu'un nouveau. Enfin, là, il y a eu une grosse partie investissement d'infrastructure. Et résultat, au bout de plus de 6 mois de travaux, rien. J'avoue que même moi je pensais qu'ils allaient pouvoir, mais en fait rien. Rien parce que justement les données n'avaient pas de contexte, ou très peu, très peu de contexte. Ils avaient des pressions, ils avaient des courbes de température, mais en face, le plus souvent ils n'avaient pas la production qui avait été faite. Donc c'est dur de tirer des conclusions. Enfin, c'est dur de tirer des conclusions en fait. Il manquait des choses. Donc il manquait des consignes, il manquait le détail des lots utilisés, le personnel en poste, le calendrier, enfin voilà, il n'y avait pas toute cette partie contexte. Mais leur chance, c'est que ces données elles étaient présentes dans le MES. Donc dans KMProd, on avait tout ça. La connexion entre les deux, c'est fait par les dates en fait. Des fois, c'est aussi bête que ça. Moi, je sais qu'un traitement, enfin une forge a commencé, une opération a commencé à midi et s'est terminée à 13h. Il y a 15 ans, il suffit d'aller prendre le fichier CSV et d'aller fouiller dedans et de prendre la tranche horaire. Et là, ils ont commencé, et là par contre ça a changé la donne. Là très rapidement, en quelques semaines, ils ont commencé à avoir des retours. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que la société travaille sur l'analyse des données. Ils ont été beaucoup plus loin sur le process, ils ont amélioré tout un tas de choses. Mais sur la partie que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est montrer que sur 6 mois, ils n'ont rien tiré, ils n'ont rien réussi à tirer comme information. Et sur quelques semaines derrière, une fois qu'ils avaient le contexte, là par contre, effectivement, les résultats ont été intéressants. Ils ont pu voir que pour un même alliage, la qualité du produit fini en fait variait en fonction du fournisseur parce que ils reçoivent de la matière première normée, hein, c'est une référence d'alliage métallique qui viennent d'Italie ou qui viennent d'Espagne. En fait, même si les deux fournisseurs utilisent respectent les mêmes normes, au final, en fonction avec qui on passe, le produit fini n'est pas identique. Ils ont vu aussi également très rapidement que la température extérieure de stockage, donc en gros c'est des pièces qui sont chauffées, donc chauffées au rouge, elles sont sorties, elles sont tapées, chauffées, tapées, voilà. Et
Une fois que c'est fini, elle est posée par terre et elle refroidit tranquillement. Sauf que la courbe de refroidissement en fonction si on est en plein été et si on est en plein hiver, c'est pas la même. Et donc ça aussi, ils ont vu qu'il y avait un impact sur la qualité du produit fini. Donc voilà. Partant de là, ils ont pu derrière trouver encore beaucoup plus de choses et vraiment plus métier, comment améliorer sur les forces de frappe. Et là, le machine learning a pris tout son sens. Pour conclure cette présentation, je dirais que voilà, l'industrie 4.0 apporte tout un tas de nouvelles technologies, diverses et variées. Vous en avez vu plusieurs sur ces 2 jours. Elles sont performantes, elles sont de plus en plus accessibles. La réalité virtuelle coûte aujourd'hui 3 000 €, dans 2 ans ça sera 300 €. Les robots, il y a 10 ans ça coûtait une fortune, aujourd'hui c'est très accessible. Donc toutes ces nouvelles technologies arrivent, elles sont accessibles. Et pour moi, le MES a sa place dans ce monde. Et il reste aussi accessible, parce qu'hier, il y a des prix qui ont été annoncés sur le prix d'un ERP, sur le prix d'un PLM, justement, enfin, il y a des tarifs assez exorbitants. Le MES reste un outil, un logiciel de production avec des tarifs qui vont avec, en fait, avec des prestations qui vont avec. C'est pas un ERP, voilà, c'est pas le même monde. Et ça reste un sujet à garder en tête le jour où vous aurez une transition numérique à accompagner chez vos employeurs, vos futurs employeurs. Gardez à l'esprit que oui, on peut mettre beaucoup de choses, mais à un moment donné, il va falloir un concentrateur, il va falloir un chef d'orchestre. Et prenez le temps de vous poser la question si un MES ne pourrait pas être ce chef d'orchestre. Merci à tous. Et si vous avez des questions.